Game begin. Bonjour, bonjour. Ouais, ça y est, je suis arrivé. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Adam. C'est moi qui ai le pseudo imprononçable sur Twitter. Il était cool, il était dispo partout. Et puis un bâtard me l'a piqué sur Pokémon Go. Donc si jamais vous chopez le mec qui me l'a piqué sur Pokémon Go, ça me branche. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent essentiellement soit pour avoir donné des cons, soit des fois les gens ont vu les interviews que j'ai faites en toche sur YouTube. Et du coup, savent pas nécessairement ce que je fais en fait dans la vraie vie. Si vous avez jamais vu les interviews en toge, vous pouvez y aller, c'est marrant. D'abord, on est en toge, ce qui est une vraie... Ok, c'est marketing, mais ça marche quoi. En fait, dans la vie, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Et ce qu'on fait, donc Clever Cloud, je bosse avec Philippe Charrière, pour ceux qui ne l'avaient pas compris encore sur les emojis. Et en fait, ce qu'on fait, c'est une plateforme où globalement, en tant que développeur, vous faites git push. Et là, on déploie. Donc, on déploie sur un ou X serveurs, et puis on met du monitoring, on lance qui merde, on met à jour le système qui est en dessous, on gère les load balancers devant, on règle les fixes de sécurité, on relance qui a planté, enfin bref, on fait en sorte que ce soit toujours en ligne. Et ça, ce qu'on dit, c'est qu'on fait le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles, sachant que la partie compliquée, en fait, c'est le maintien en conditions opérationnelles. Le déploiement, c'est un script, c'est pas compliqué. Et ça, d'abord, on le fait soit sur notre cloud à nous, qui est européen, soit on le fait on-premise chez nos clients. C'est cool, on facture maintenant dans 35 pays, donc c'est cool. On a plein de clients, des banques, des assurances, des gens qui font des jeux vidéo, des trucs qu'on n'a jamais compris ce que les gens glandaient. Donc franchement, c'est drôle. Qui connaissait Clever Cloud? Qui a utilisé Clever Cloud? Qui va tester Clever Cloud? On y est presque, on y est presque. On verra si les stats sont meilleurs à la fin de la conf. Ok. Donc, c'est la fin du DevFest. C'est triste, et tout le monde est en train de se dire qu'à la fin du DevFest, il va rentrer au bureau demain. Et quelque part, ce que j'entends souvent dire, c'est on va retourner à la réalité. On va retourner à notre code legacy pondu en Java 1.4. On va retourner à ces meetings interminables où on se demande toujours à quoi ils servent. On va retourner à tout cet écosystème-là. Et en fait, je suis absolument pas d'accord avec cette idée-là. Je vais mettre un peu moins fort, mais je vais laisser parce que c'est agréable les doors. Je suis pas d'accord avec cette idée-là parce que j'ai pas envie qu'il y ait le code marrant qu'on fait en conférence et le truc chiant de la réalité. D'abord, moi, j'adore mon boulot. Je bosse énormément, mais c'est parce que je kiffe ce que je fais. Je kiffe ce que je fais pour de multiples raisons. Une des premières, c'est que je tiens à ce que je fais. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on est bon à son travail à un moment, c'est qu'on l'aime, et aussi parce qu'on est fier de ce qu'on fait et qu'on tient à ce qui est fait. La première fois que les choses commencent à devenir médiocres dans une entreprise, c'est quand tu commences à dire « Ah putain, fais chier, de toute façon j'en ai rien à foutre. » Ils nous les cassent, très bien, on va faire de la merde. Et ça c'est un truc qui arrive quand tu acceptes un truc qui est plus grand que ça, qui est une sorte de modèle qui a été imposé au 19e siècle et qui disait les gens auront 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs et 8 heures de travail. Et pendant le travail, ils souffriront pour avoir le droit d'avoir du loisir qui sera de la consommation. Et moi, ça, c'est un modèle, je ne l'ai pas acheté. Je ne prends pas ce modèle-là, il ne me branche pas. Chacun a ses opinions politiques, mais moi, j'ai pas envie de souffrir pendant 8 heures pour avoir le droit de me payer mon abonnement Netflix. Je baisse un peu parce qu'on disait que c'était trop fort. Ensuite, je suis assez fier de ce que je fais. Et comme je suis fier et que je tiens à ce que je fais, il se passe des choses différentes dans ma façon de travailler. Et donc, du coup, il se passe jamais le truc que je vois dans plein de grands groupes quand je débarque. C'est que les gens me disent « Je suis désolé, nous, on fait pas du microservice et du Go encore. On a encore de l'applicatif en Java. » En vrai, qui a de la prod sous Java ici? Le cœur technique de Clever, c'est du J2E. Bon, 7 ou 8 maintenant, mais c'est du J2E.
Ok, on vous parle souvent de Scala, de Rust et tout, parce qu'il se trouve qu'on a des trucs à raconter là-dessus, parce qu'en vrai, ce qu'on fait en J2E, c'est du by the book. On vous en parle pas en conf, parce que c'est pas intéressant ce qu'on fait dessus. On fait ce que tout le monde a déjà fait, c'est-à-dire qu'on a une base de données, on a des appels d'API, on change des trucs dans la BDD, enfin c'est pas rocket science, quoi. J'en ai marre d'entendre des gens dire qu'ils sont désolés et avoir honte de leur travail. D'avoir honte de ce qu'ils vont appeler en interne le code legacy. Et j'en ai marre de cette techno où les mecs sont en permanence, ou les nanas hein, bien sûr, sont en permanence en train de se dire « j'ai honte de ce qu'on fait au bureau ». Comme si, parce que vous travaillez dans une des entreprises du CAC 40 français, on est à Toulouse, il y a une entreprise qui est dans le CAC 40, ce serait une entreprise qui ferait mal les choses, qui ferait pas du bon logiciel. La chose la plus importante à se rappeler, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette honte et qu'est-ce que c'est que cette espèce de chose qui est un paradoxe, qui est la hype de certains morceaux de code. Pourquoi est-ce qu'en quittant le DevFest, beaucoup se disent « mais ça, je vais jamais pouvoir le mettre en application chez moi », comme si c'était une sorte de Saint Graal à arriver. La première chose à comprendre, c'est que le logiciel, c'est pas un truc absolu. C'est pas une pièce d'art. Un logiciel, il n'est pas beau ou pas beau. C'est pas un truc où on se dit c'est un truc qui est bien. C'est pas scolaire. Vous n'aurez pas de notes sur un logiciel. La question qu'on doit se poser sur un logiciel, c'est est-ce qu'il remplit sa fonction? Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? Ça ne veut pas dire que je ne pense pas que les développeurs ne sont pas soumis à l'inspiration. Je pense qu'en tant que développeur, on est soumis à l'inspiration. Il y a des moments où moi je code très bien, il y a des moments où ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas pour autant qu'on fait de l'art. L'inspiration ne donne pas nécessairement de l'art. Des fois, je suis inspiré pour faire les comptes de la boîte. C'est de la compta. La compta, ça n'a jamais été de l'art. Sauf si vous bossez dans un système pyramidal, comme Madoff, où là, ça tend à de l'art. Mais toujours est-il que l'idée, c'est que autant on est sujet à l'inspiration, autant on ne fait pas de l'art. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le logiciel, c'est un ensemble global sur lequel on doit calculer un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on passe du temps à écrire un soft, on l'exécute, ça rapporte de l'argent, et là-dessus, on a un retour sur investissement. L'un des problèmes qui fait que le logiciel s'est souvent mal comporté, c'est quand on a essayé de le rentrer dans les mécaniques financières des entreprises, on s'est retrouvé avec les projets et le run, avec un centre de coûts qui était le run, et avec des centres de projets qui faisaient des softs où en fait on achetait des machines-outils qu'on rentabilisait en X années, où chaque pièce de la machine-outil était en fait une ligne de code. Il y a 10 ans, quand j'ai créé ma première boîte, j'ai eu un rendez-vous avec des investisseurs à Nantes. Les investisseurs arrivent à la boîte, s'installent chez nous, ils disent c'est joli ici, les gens ont l'air jeunes et tout, genre on répondait aux standards d'être une start-up, quoi, ça avait l'air cool, on avait un garage, tout ça. Les gens me disent mais et du coup, vous sortez combien de lignes de code à la journée ici? On va pas faire affaire les gars, ça va pas se produire. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de faire ça. La question d'un soft, c'est est-ce qu'il rapporte quand il le fait. Quand vous écrivez un script de migration, vous avez un ancien système, vous avez un nouveau système, vous écrivez un script de migration, théoriquement, il sera exécuté une seule fois. Si votre script de migration, vous passez 15 jours à l'écrire et que la migration se passe bien, comparé à un script de migration écrit en 2 jours à la va-vite et 4 semaines à fixer les choses à la main dans la BDD ensuite, vous voyez bien que la première version a été éminemment bien plus rentable. Et quand on dit qu'il faut calculer un full return sur investissement, c'est ça. J'ai un long talk là-dessus qui est sur le financement du software, qui s'appelle « Comment les comptables ont fait Calactic », vous pouvez aller voir sur Google, mais qui est très important pour comprendre cette histoire de marketing de la honte. Parce que dans le marketing de la honte, on te parle en permanence de la dette technique. Cette fameuse dette technique qu'on contracterait. Et si vous y réfléchissez bien, à chaque fois que vous écrivez une ligne de code, vous êtes en train de faire de la dette technique. En vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'investissement technique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous écrivez une ligne de code, vous pesez le pour et le contre d'écrire cette ligne, que ça vous prenne du temps, et qu'ensuite, on la rentabilise. Si vous êtes une start-up, vous écrivez un POC rapide, en Météor par exemple, vous savez que vous allez tracer. Vous savez que la scalabilité va être un cauchemar, mais vous savez que vous tracez. En 2 mois, vous écrivez un POC qui montre les fonctionnalités. Vous allez voir un gros client, vous le signez, il adore, et là il vous dit j'aimerais une version pro.
c'est à ce moment-là qu'il faut jeter le POC et réécrire un truc vrai. Parce qu'il a déjà été rentable, vous avez signé votre premier client. Il ne faut pas se dire, on va re-rentabiliser ces lignes de code, on n'en a rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire par technical investments? C'est qu'en fait, à chaque fois que vous avez créé du code, c'est nécessairement de la dette quelque part, parce que vous avez créé un actif en dépensant de l'argent. Mais la rentabilisation de l'actif ne fait pas que c'est un passif. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou je fais beaucoup trop de compta dans la vie? C'est cool, hein, la musique. Hein. Je l'enlève. La ROI globale d'un projet, ça va aussi avec DevOps. DevOps, c'est quand même le moment où on dit, au lieu de diviser les équipes de dev et les équipes d'ops en deux trucs distincts avec des budgets distincts, on va les fusionner dans une seule équipe dont l'objectif est de rendre le software fonctionnel de la boîte effectivement disponible. Et donc, c'est le moment où, au lieu de calculer le ROI des gens qui font du projet, donc qui ont fabriqué des machines-outils, et des gens qui font la maintenance des ascenseurs, donc des gens qui ont fait le DevOps, vous voyez l'histoire du truc, c'est, vous dites, le logiciel en train de fonctionner est une machine à gagner de l'argent, qui rapporte tant d'argent au temps général, ce qui du coup justifie le fait que le logiciel soit en perpétuelle évolution et sur lequel vous avez de la TMA. Et c'est ça, en fait, l'histoire de DevOps. Et ça n'a jamais été l'histoire de DevOps de dire que les développeurs allaient remplacer les Ops en faisant du Docker. C'est pas le... Alors d'abord c'est stupide parce que du coup en tant que développeur vous allez vous récupérer l'astreinte. Et ensuite c'est pas intéressant dans le sens où ce qui est important c'est de repenser la façon dont est pensé le budget. Pour vous la faire simple en tant que développeur et parce que le marché du travail étant ce qu'il est, et que c'est quand même relativement facile dans le marché du travail de trouver un job en tant que développeur aujourd'hui, ça veut dire qu'on a enfin un peu plus les clés dans la boîte. Vous voyez cette impression quand vous avez un mec dans la boîte du business qui se pointe et qui vous dit qu'il faudrait juste ajouter un bouton, que tu dis c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait il y a ça et ça, et il dit j'en ai rien à foutre, je voudrais juste que ça marche. Eh ben dites-vous qu'en compta c'est la même chose. C'est un technicien, le mec, son boulot est de mettre les chiffres dans les cases. Quand il vous dit « ouais, mais ça, j'affecte à quoi ?» La bonne réponse, c'est « j'en ai rien à foutre, il faudrait juste que tu les affectes dans les cases. » T'es un technicien, tu fais ton job. Au même titre que toi, tu fais ton boulot. C'est pas parce qu'eux n'ont rien compris à la façon dont on travaille qu'ils doivent pourrir votre vision managériale de comment on fait du logiciel. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire. Regardez, il y avait combien d'exposants en bas qui étaient là uniquement pour recruter, qui sont prêts à dépenser de l'argent juste pour avoir l'occasion de parler à des développeurs, des vrais qu'on peut toucher. Le marché de l'emploi du développeur est tellement tendu comme un string que je connais des grosses sociétés de services dont je tairai le nom qui recrutent des palanqués de biologistes et les forment 3 mois à faire du Java. C'est ça la réalité de notre marché. Ce qui veut dire que dans notre marché, on peut imposer nos conditions de travail. Profitez-en. Merci. La question qui vient, jusqu'après avoir été dans le pourquoi du coup on fait des codes hype et pourquoi on en a honte, c'est comment on fait des bons choix technologiques. Ça, c'est une vaste question d'architecture. La première chose à comprendre à propos des êtres humains, ouais. On sent la douleur quand même là. Hein. La première chose à comprendre à propos des êtres humains, c'est qu'ils ne sont pas rationnels. Les gens n'ont jamais fait des choix rationnels. Jamais vous allez prendre une décision pour des bonnes raisons. Les gens sont émotionnels. La façon dont on fait des décisions est extrêmement étrange. Pourquoi est-ce que les gens vont aller acheter de la Red Bull plutôt que de la Carrefour Discount et boissons énergétiques? Ça sort de la même usine. La marque joue pour vous. La façon dont vous allez prendre une décision, elle est liée souvent à un contexte qui est complètement émotionnel. La raison pour laquelle on fait des questions, la raison des décisions, elle n'est pas rationnelle, parce que sinon on calculerait tout et on prendrait des décisions en fonction de ça, et tout le monde utiliserait Clever Cloud. Non, quand je veux dire c'est une émotion,
c'est qu'en général, on prend des décisions pour des contextes de choix complexes qui nous forcent à prendre des décisions qui sont basées sur un instinct. Énormément de décisions en IT qui ont pu être prises d'acheter, par exemple, un WebSphere chez IBM, vont être justifiées par le DSI par « personne ne s'est jamais fait virer pour acheter du IBM ». Il y a des boîtes entières qui sont construites autour de ça. Est-ce que vous connaissez Gartner? Beaucoup de gens pensent, à tort, que le métier de Gartner est de prédire l'avenir. Mais ce n'est pas le métier de Gartner. Un chercheur du MIT qui était particulièrement énervé une fois à propos de Gartner a pris l'ensemble des prédictions de Gartner sur des sujets, a fait un peu de tooling, a filé à un paquet de singes de quoi faire les prédictions de Gartner, et il s'est avéré que les prédictions faites par les singes étaient meilleures que celles de Gartner. Pourquoi? Parce que le boulot de Gartner, il n'est pas de garantir qu'ils ont compris le marché, comment il évoluait. Le boulot de Gartner est de sortir pour ses clients, qui sont des dirigeants de grands groupes, un rapport qui dit que la décision du dirigeant de grand groupe est la bonne. Autrement dit, c'est une assurance pour manager de grands groupes afin de justifier ses choix futurs auprès du board et de garder son emploi. Ça, c'est ce qui explique, entre autres, des choix technologiques. Des choix technologiques basés sur de l'émotion qui est « je me sauvegarde ». Et donc après, tu te retrouves avec un papier du Gartner qui dit n'importe quoi d'un point de vue technique. Parce que le papier du Gartner est fait pour ça. La deuxième chose, c'est que les gens aiment se benchmarker par rapport aux autres. Et souvent, faut pas emmerder les pingouins. Et après tout, Linux a quand même ravagé le marché du serveur en 15 ans. Hein. Vous savez d'ailleurs que c'est un pingouin, le truc, parce que Linus, il lui est arrivé à peu près cette scène-là, enfin moins la partie explosive. Et il a eu vraiment peur d'un manchot. Bref, les gens ont une fâcheuse tendance à comparer l'outside des gens avec leur inside. Il est évident que tu connais tous tes dirty little secrets à l'intérieur. Tu sais que ta boîte, elle marche qu'à moitié, qu'en fait, il y a Roger, tel manager, il te gave à chaque fois que tu prends une décision, qu'en fait, tel morceau de ton code, tu l'as pondu en speed, ça a été mis en prod à l'arrache, mais on n'avait pas le choix. Et de l'autre côté, tu vois d'autres boîtes qui font des annonces comme « nous, ce qu'on fait, c'est trop bien », etc. Et les gens comparent le marketing, l'usage et l'image extérieure des gens avec ce qu'eux font en vrai à l'intérieur. C'est complètement, ça n'a pas de sens, et c'est ce que font les gens en permanence, et notamment, ils le font aujourd'hui en se comparant à d'autres entreprises bizarres. Par exemple, si je vous dis, vous êtes dans une entreprise qui oblige à utiliser un framework maison, et pas les autres, où les projets décidés sont pris pour des choix politiques et pas des choix rationnels et business, et sur lesquels, quand on a un gros problème de sécurité qui expose toutes les données des utilisateurs et des clients de l'entreprise pendant 8 mois, on planque le truc sous le tapis en essayant que ça merde pas. Vous vous attendez à ce que je vous dise le nom d'une grande banque française. Mais ce que je suis en train de vous décrire, c'est Google. C'est l'histoire de Google+. Notamment des boîtes comme celle-ci jouent d'une image de start-up, alors qu'aujourd'hui, ce sont des grosses boîtes. Chez Google, ils sont 85 000. Hein. C'est normal qu'il y ait des erreurs de fait à cette taille-là. Je ne les critique pas en disant ça. Mais on joue de ces images-là pour faire passer ce qu'on appelle un marketing de la honte. C'est-à-dire que vous avez un paquet de développeurs à qui on a expliqué pendant 25 ans que le top du top, c'était d'être recruté, par exemple, chez Google. L'histoire, je vous donne la même histoire chez Facebook dans une seconde. Et on te dit, tu n'as pas été recruté chez Google, c'est parce que tu n'es pas assez bon. Admettons, oui, non, je ne sais pas. Mais tu pourrais bosser comme chez Google si tu y arrivais et tu serais parmi les meilleurs. En attendant, ce que tu fais, c'est vraiment de la merde. Et là, shame, 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 shame. Cette histoire-là, en fait, le marketing de la honte est un mécanisme qui est extrêmement déplorable. Vous prenez une boîte comme Facebook, où aujourd'hui le marketing technologique est devenu extrêmement fort. Enfin, je vous parle de ça dans une seconde. Facebook, dans le marché de la time series DB, vous voyez ce que c'est la time series, c'est données en time series. Ils ont sorti chez Facebook un gros papier à propos d'un truc qu'ils avaient mis en prod chez eux. Et ensuite, ils ont sorti le morceau de code en open source. Cool, c'est bien, ces gens-là font progresser la science. Puis bon, il y a le développeur d'une boîte qui a pris le truc en open source,
qui a regardé la façon dont ça réduisait, vous savez, il rééchantillonne pour pouvoir détruire dans le temps de la donnée et compresser dans le temps sur de la donnée peu intéressante. Il se trouve que c'est comme ça que fonctionne cette DB-là. A regardé comment ça fonctionnait, a regardé le papier, s'est rendu compte que ça ne marchait pas pareil, a été dans le code source, et a fait bah, putain, ça ne marche pas pareil. En fait, le code source et le papier ne sont pas le même. A été voir Facebook et a dit mais enfin, le papier et le code source ne sont pas les mêmes. Ça ne fonctionne pas du tout comme vous le dites. Et là, les mecs de Facebook ont répondu ouais, en fait, l'histoire, c'est que l'implème qu'on a mis en open source, c'est pas celle qu'on utilise un tas de termes, parce qu'il y a plein de secrets dedans. Et en fait, on a merdé, on n'arrivait pas à écrire la version du papier. Genre, on la rollout comme ça, basta. Pour être tout à fait clair, ils ont même supprimé le dépôt de leur GitHub depuis, sur ce projet-là. Parce qu'en fait, il était beaucoup plus important de faire la press release de nous aussi, on en a des grosses sur la time series, par rapport aux autres, que d'être sincère. Et ça, c'est un énorme problème qui a lieu aujourd'hui dans les grosses boîtes, c'est qu'ils annoncent des choses qui, quand tu lis le code, ne sont pas nécessairement ce qui est marqué dans le code. Parce qu'il s'est passé quelque chose, c'est qu'avant, des gens comme Google, ils faisaient de la search, ils étaient très successful à ça, on allait les voir, et on leur disait, c'est génial ce que vous faites en search. Amazon, c'était des gens, on allait les voir, et on leur disait, ce que vous avez fait en vendant des livres, c'est extraordinaire. Comment vous avez fait? Et ces gens-là avaient un rôle modèle de nous expliquer comment ça marche. Mais aujourd'hui, tous ces gens, que ce soit Microsoft, IBM, Amazon, c'est des gens qui nous vendent des trucs. Ils sont passés d'un rôle de rôle modèle à un rôle de vendeur, et donc ils vont avoir un discours d'éditeur qui joue de cette image-là, et c'est ça que j'appelle le marketing de la honte. Et donc, je voulais tous vous avertir de ça, qui est un truc qui est extrêmement important à mon sens. Faites attention à ce sentiment de honte à propos de votre travail, parce qu'il est artificiel. Dans ces boîtes-là, qui sont des boîtes extraordinaires par ailleurs, je n'ai pas dit que ce n'étaient pas des belles boîtes. Hein. Dans ces boîtes-là, ils ont des produits à vous vendre, et ils ont des problèmes aussi. Et il y a des fois, ils font des trucs bien, et il y a des fois, c'est la catastrophe. Exactement comme chez vous. Et ne comparez pas votre inside à votre outside, parce que c'est tomber dans le piège du marketing de la honte. L'autre raison pour laquelle on peut se planter dans un tech choice, c'est le choix qui est drivé par du Hello World. Je vais vous raconter une petite histoire tout à fait amusante qui s'est produite dans la communauté PHP, en PHP 2 ou 3. Les mecs se sont dit, ce serait quand même cool qu'on soit bindé à une base de données. Il y a quoi comme base de données? X bases de données sur le marché. MySQL, PG, tagada, bidule. Les mecs se disent, on va se binder à une base de données open source. Bon, on n'a qu'à toutes les essayer, puis on en reparle dans 2 mois. À l'époque, les bases de données, c'était un peu chiant à installer, et je ne sais pas si vous avez installé un PG il y a 5 ans. C'était quand même assez cryptique. Hein. Tu avais un PG HBA à les modifier à un moment, enfin, il fallait rentrer dans le sujet, c'était assez cryptique. MySQL a toujours eu un énorme succès, c'est que tu lançais MySQL, ça marchait. 2 mois plus tard, quand les mecs ont fait la réunion pour décider dans quelle techno ils prenaient, il s'est avéré que personne n'avait réussi dans la communauté des core développeurs PHP à lancer PG. Et donc ils ont tous pris MySQL pour une raison simple, c'est que c'était celui qu'ils avaient lancé. Pas parce que c'était la meilleure DB, c'est parce que c'est la seule qu'ils avaient réussi à installer. Et c'est pour ça qu'on s'est baladé la pile lampe pendant des années. Quand vous faites le choix d'une technologie sur combien c'est facile à lancer sur mon Mac, vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train de confondre les réels cahiers des charges d'attente que vous avez vis-à-vis de la technologie avec un choix qui est drivé par un Hello World. Surtout qu'en général, ce n'est pas votre Mac qui rend en prod. L'un des plus récents exemples, c'est ce que Docker a fait avec Alpine. Alpine, c'était sympa, c'était une distrib Linux qui permettait d'avoir de petites images. Donc quand tu bosses sur le Wi-Fi du Starbucks, ça passe. Sinon, c'était un peu gros, c'était chiant. Le truc, c'est que pour faire ça, ils ont viré la glibc au profit de Muzzle. Et ça, c'était vraiment dangereux. Et donc, depuis, on se tape une CVE majeure dans Alpine tous les 2 mois. Et là, la plupart des Docker en prod sont pas du tout patchés de trucs majeurs, genre route exécution arbitraire, machin, enfin, truc qui d'habitude fait détaler tous les RSSI. Ça, c'est la conséquence de choix qui sont basés sur du Hello World. Et le choix drivé par du Hello World est en général renforcé par quelque chose, c'est le on dit. Qui était déjà dans la tech il y a 10 ans? Dans ces gens-là, est-ce que vous étiez dans une entreprise qui a eu un projet OpenStack? Qui a vu des projets OpenStack se lancer? Que ça? C'est marrant, à l'époque tout le monde en faisait. Qui a vu le projet OpenStack être un succès?
À l'époque où j'ai lancé Clever, tout le monde me parlait d'OpenStack en me disant c'est génial ce truc, ça va être génial, ça va être génial. Quoi, t'es pas compatible OpenStack, mais jamais ça marchera ton truc. La réalité d'OpenStack, je vais vous la donner en brut. Vous aviez une boîte qui s'appelait Rackspace. Cette boîte qui s'appelle Rackspace était un hébergeur traditionnel qui a réussi à faire du cloud. Génial. Et là, tous les hébergeurs se disaient tiens, ce serait cool que je fasse du cloud. Et là, chez Rackspace, ils se sont dit comment est-ce qu'on va handicaper la totalité du marché? On prend un truc qu'on va driver sur une chaos-driven community. Il faut le dire lentement pour être bien sûr d'avoir compris le principe. Chaos-driven. Et on fait un projet open source qui dit, vous le prenez, vous le mettez sur vos serveurs et bam, vous êtes une boîte de cloud. Vous avez le billing, vous avez tout dedans. Pourquoi la seule boîte qui a été successful le donnerait à tous ses concurrents? Enfin, essayez de comprendre, c'est quoi l'intérêt de ces gens-là de faire ça? Et guess what? Tout le monde est rentré dedans. Vous vous souvenez de Cloud One, Numergy, tout ça? Ils sont vachement amusés sur OpenStack. Des mois et des mois à essayer de faire tourner ce machin. Parfois, il faut comprendre qu'il y a des outils, ils ne sont pas faits pour que vous les employiez. Ils sont faits pour être sûrs qu'il y a un énorme paquet de fumée et que vous avanciez plus. Et ça a été un succès monstrueux. Il n'y a pas une seule boîte d'hébergement traditionnelle qui a réussi à faire le grand saut. Les seuls qui ont réussi, c'est OVH, parce qu'à un moment, ils ont compris que c'était le bordel, ils ont embauché 150 personnes et ont réécrit les 3/4 du bordel. Mais c'était ça, en fait, l'histoire. Et ça, c'était basé sur un truc, c'est que tous les managers étaient dans le overheard. Quand on dit différencier le learn du overheard, c'est qu'est-ce qui fait que vous allez choisir une techno? Est-ce que tout le monde vous a dit que c'était cool, ou est-ce que c'est parce que vous avez expériencé que c'était cool? Pour expérimenter que c'était cool, la première chose à apprendre, c'est que vous allez vous lancer sur un truc et vous planter. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, en fait, ça ne marche pas. La deuxième chose, c'est de lire le code. Il y a un truc très étrange qui s'est passé. Quand on a dit que l'open source, l'intérêt c'était d'avoir le code, la plupart des gens se sont dit non, c'est d'avoir des logiciels gratuits. L'intérêt d'utiliser un framework comme Spring Boot par rapport à utiliser votre machin en interne, c'est pas tant que Spring Boot fait un truc extraordinaire par rapport à votre machin en interne. Si vous avez des gens, vous pouvez faire de la CDI et vous pouvez répondre à des requêtes HTTP. C'est pas si compliqué que ça. L'intérêt, il est de ne pas se taper la maintenance et d'aller contribuer à Spring Boot ou d'acheter de la licence, hein, c'est pas le point, plutôt que de se taper la maintenance de votre machin interne. C'est ça le plus gros intérêt. Et donc, ça veut dire que quand vous utilisez une feature dans le logiciel open source, c'est intéressant d'aller voir comment c'est codé pour savoir si c'est une bonne idée. C'est comme ça qu'on aurait pu découvrir que dans la majorité des trucs qui géraient des sessions dans des cookies, quand le développeur ne savait pas quoi faire de sa connexion à la base de données et qu'il le collait dans la session d'utilisateur parce que c'était cool, on l'avait de requête en requête, en fait, il était en train de sérialiser les mots de passe route de la BDD dans les cookies de l'utilisateur. J'ai découvert ce pattern-là, sans déconner, j'ai arrêté de compter ce pattern-là à 20. Genre, j'ai fait, OK, on en est là, quoi. Parce que les gens ne vont pas voir comment c'est implémenté. Quand vous faites de l'open source, l'intérêt, c'est d'aller lire le code et de contribuer ensemble et d'éviter de vous taper la maintenance. Ce n'est pas de ne pas aller lire le code. Et surtout, ça vous permet de bencher des choses. Il y a une base de données dont on m'a parlé il n'y a pas longtemps qui faisait un truc génial de requêtes transactionnelles asynchrones avec de la validation entre plusieurs régions géo. J'étais excité comme une puce en lisant la page feature, j'étais chaud, j'avais envie d'y aller, puis j'ai été lire le code. Là, je me suis rendu compte que tout était basé sur NTP, ça m'a redescendu tout de suite. C'est-à-dire que le machin ne marchera jamais. C'est ça qu'on appelle lire le code. L'une des raisons pour lesquelles chez Clever, on a toujours pu shipper du software, c'est que la première chose qu'on fait, c'est aller lire le code. Et en général, recompiler le machin nous-mêmes. Parce que quand tu le compiles, tu sens tout de suite si le soft et builder souvent, s'il y a des gens qui s'en servent, si ça fait vraiment ce que tu veux ou pas. Prenez un exemple, en ce moment, on est en train de se taper l'implémentation du Kubernetes as a Service de Clever. Kubernetes natif, si vous voulez le déployer, vous êtes censé avoir 5 autorités de certification, 5 certificats différents pour différentes API. Il y a des briques de Kubernetes en open source qui ne savent pas différencier les 5 autorités et en prennent toujours un certif au pif dans les 5. Ce qui fait que globalement, le bordel ne boot pas. Il n'y a qu'un seul cas d'usage où on utilise le même certif sur les 5, c'est les déploiements de tests comme Minikube. Autrement dit, ça veut dire que les briques, les morceaux de Kuber qui ne sont pas capables de distinguer
les différents certifs. Il n'y a aucune chance ever pour que ce soit ce qui fait tourner les Kubernetes managés d'aucun des grands clouds. Parce que ça ne peut pas marcher. L'implément, elle n'est pas complète. Ce qui veut dire qu'en lisant le code, on l'a découvert, ça. Et c'est comme ça que vous découvrez si les projets sont vraiment utilisés ou pas vraiment utilisés chez les gens, c'est en allant lire le code. Et ensuite, la meilleure façon de faire des grands choix, c'est toujours de se poser une série de questions face à un choix technologique qui sont les quelques problèmes qu'on a toujours quand on fait de l'ingénierie informatique. Le premier problème est de nommer les choses. C'est le fameux ID dans votre DB, et ça, la fameuse discussion interminable avec les gens du fonctionnel à propos de comment on va nommer une classe. Nommer les choses en informatique est un problème forever and ever and ever, et il n'y a pas de résolution finale. C'est chiant. La deuxième problématique fondamentale, c'est les dates et le temps. C'est toujours chiant, vous rajoutez les time zones, vous avez envie de vous suicider. Tant pis, c'est comme ça, je peux rien vous proposer là-dessus, autre que vous dire qu'on en parlera dans le cadre d'un autre talk qui fera probablement 3 heures, où on évoquera la façon dont le calendrier grégorien a des fois viré 20 jours d'un mois au Moyen-Âge, parce qu'il avait besoin de reboucler les choses et tout. Alors, une autre fois. L'autre chose est toujours vous poser la question de la différence entre la sémantique et le binaire. Je vais prendre une petite pause là-dessus, parce que ça me paraît être un sujet pertinent. Ce qu'on appelle être la sémantique, c'est le business modeling. Quand vous faites de la sémantique, vous décrivez les choses et vous expliquez à l'ordinateur actuellement ce qu'elle fait. Du code peut être sémantique, ou ne peut ne pas l'être. Ça peut être très technique du code. Mais si par exemple, vous avez une liste de dépendances de votre programme Java, soit vous avez un dossier /lib, et dans votre dossier /lib, vous virez en masse des jars que vous avez trouvés dans des forums PHP-BB. J'étais développeur Java en Java 1, moi, donc... Soit vous avez un fichier XML avec la description de vos dépendances. Ça, c'est sémantique. Vive Maven. Je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça. C'est sémantique parce que ça décrit les choses. Et le jour où vous décidez de vous débarrasser de Maven pour utiliser Gradle, il prend le fichier XML, il s'en sert. Alors qu'avant, quand vous aviez un truc qui faisait du wget dans un ant, bah, c'était un script. Ce qui nous conduit à la dépendance avec le binaire. Si vous avez un script chef, ou Puppet, ou un Dockerfile, vous avez un script. C'est du binaire, c'est de l'exécution. Ça n'est pas intelligent dans le sens où on ne peut pas l'analyser pour comprendre comment ça marche. Un fichier Docker Compose, ça dit qu'on a des binaires qui vont se lancer avec des trucs qui parlent sur des ports et tagada bidule. Jamais ça va vous dire telle application communique avec le protocole bidule avec une autre application dont l'objectif est de stocker des données. Vous voyez ce que je veux dire en termes de différence? Et ça, le problème, c'est que le binaire, c'est souvent plus rapide à faire. C'est pour ça qu'on en est venu à un truc où on vendorise la totalité de l'OS et on run un énorme binaire. Ça s'appelle un conteneur. C'est noté, il y a des fois, ça s'est bien passé. Hein. macOS nous fait ce coup-là. C'est-à-dire qu'ils prennent la totalité des libs, ils vous font un fat binaire avec un gros nœud dessus, et c'est comme ça qu'on lance les applicatifs. Résultat des courses, il y a une faille dans une lib. Il ne suffit pas de mettre la lib à jour sur l'OS pour que ça se passe, il faudrait que toutes les applications se mettent à jour. Or, le développeur de telle appli que vous utilisiez est passé sous un bus, ce ne sera jamais mis à jour, vous aurez une faille de sécurité pour l'éternité. C'est le problème de la vendorisation. L'intérêt de la sémantique, c'est que vous pouvez prendre de la sémantique et aller vers du binaire. Par contre, vous ne pouvez pas prendre du binaire pour aller vers de la sémantique. Ce qui signifie en clair que quand vous faites un projet, tout ce qui est du binaire, c'est de la dette technique. C'est un investissement court terme, si vous préférez. Tout ce qui est de la sémantique, c'est un investissement long terme parce que ce sera potentiellement réutilisable. Et donc, intelligent. Vous voyez la différence de ce que je veux dire? Et le pire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Vous devez, sur chaque projet, décider de la balance entre la sémantique, l'abstraction suprême et la beauté de la modélisation du monde. Et il y a un moment, il faudrait quand même que ça marche, mon coco. Et ça, c'est la balance que vous devez faire en permanence dans votre système. Modéliser le monde entier de façon sémantique, aujourd'hui, je ne sais pas comment on fait.
Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs du machine learning, c'est parce qu'il y a des problèmes, on ne sait pas les résoudre. Tout simplement, on ne sait pas les modéliser. Le machine learning nous permet de ne pas les modéliser, mais de faire comme on fait d'habitude. C'est ça, en fait, le machine learning. Mais ce qui est brillant, hein, je n'ai pas dit que c'était mal, mais si vous y réfléchissez, enfin, je vais essayer de vous faire un exemple très rapide pour comprendre le problème de la modélisation. Si je vous montre ça, et je vous montre ça, essayez de me décrire en termes simples pourquoi vous voyez que ça c'est un micro, pourquoi vous voyez que ceci est une télécommande. Vous allez voir que vous n'avez même pas de mots pour ça. Parce qu'en fait, on le fait de façon tellement automatique dans notre cerveau qu'on n'a pas conçu de mots pour exprimer les patterns qui font que notre vision est la vision. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le programmer. Parce qu'en fait, c'est tellement instinctif chez nous qu'on n'est pas capable de le programmer. Vous voyez l'histoire? Bref. Donc ça, c'est le machine learning. Quand je vous dis il faut apporter de la balance entre les deux, c'est que si vous allez trop loin dans l'abstraction et la description, vous shipperez jamais le projet. Et donc, il y a un moment, il faut shipper. Donc, c'est toujours la décision que vous faites. Le problème suivant dont nous allons parler dans cette éternelle liste de problèmes du computer science est la data gravité. La donnée que vous avez a de la gravité. En fait, à chaque fois que vous mettez de la donnée dans un endroit, ça va créer une force de gravitation autour d'elle pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que les programmes qu'on a, c'est globalement des trucs où tu prends de la data d'un côté, tu les tripotes et tu ressors de la data. Alors, globalement, un programme, c'est ça. Donc la data, en fait, est majeure. Et donc, ça veut dire qu'il faut accéder à la data, et donc ça va être soit dans des databases, soit dans des event brokers. Et donc, quand vous faites de l'archi, votre problème majeur est où est-ce que je fous cette putain de data? Ce qui est ton problème majeur et numéro 1 dans tout ce que tu fais. Et pour ça, tu as deux emmerdes dans la vie. Un premier truc qui s'appelle le CAP théorème, et qui te dit que toute structure de gestion de la data devra choisir entre consistant, en clair vos transactions, est-ce que mon système de données est d'accord sur la donnée à un instant T. La partition tolérance, si je débranche des bouts de système, est-ce qu'ils vont continuer à se parler ou pas? Et surtout, quand je vais rebrancher le tout, est-ce que ça va se réconcilier ou est-ce que ça va éclater? Les cerveaux seront divisés et je vais être obligé de faire les fixes à la mano. Et la viability, c'est-à-dire, globalement, est-ce que mon taux de disponibilité du truc, est-ce que je peux me permettre de perdre des éléments pour être disponible? Et cette notion-là, elle est à mettre avec les transactions. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, c'est de la data hautement transactionnelle, où je ne peux pas me permettre de division, où je ne peux pas me permettre de ne pas avoir les transactions qui ont lieu dans un ordre précis, ou est-ce qu'en fait, je m'en fous? Et ça, je n'ai pas de réponse naturelle pour ça. Et tous les gens qui vous vendent sur des systèmes de données la silver bullet, la solution géniale qui marche à tous les coups, sont des arnaqueurs, parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Vous devrez à chaque fois gérer un problème qui sont les trade-offs d'I/O. Donc l'I/O, c'est tout ce qui est écrit sur le disque et parler sur le réseau. Alors quand je dis parler sur le réseau et des trade-offs d'I/O, je m'explique. Ça, c'est une page qu'il faut régulièrement ouvrir. Vous prenez le temps d'aller dans le cache L1 du processeur et le temps d'aller dans la mémoire vive, et déjà, vous voyez que c'est long. En fait, dites-vous qu'il y a un cas, vous avez besoin de petit déjeuner. Il y a du pain chez vous, vous prenez du pain, vous coupez du pain, vous le mangez. Ensuite, c'est dans la mémoire vive? Ok, c'est pas un énorme problème. Vous prenez votre manteau, vous sortez, vous allez au coin de la rue et vous allez acheter du pain. Ça se passe bien. Vous remontez, vous prenez votre petit déjeuner. Ah non, en fait, c'est pas dans la mémoire vive, c'est dans le disque dur. Ça se complique. Vous prenez votre manteau, vous allez à l'aéroport, vous prenez un avion pour Paris, vous achetez votre pain à Paris, vous revenez pour petit déjeuner. C'est globalement ça, hein, les multiples. Là, je suis en dessous. Et alors, c'est sur un disque dur qui est quelque part sur le réseau. Là, c'est un petit peu, il faudrait attendre que quelqu'un ouvre une boulangerie sur Mars. Mais Elon Musk est sur le coup. Et du coup, c'est très intéressant de voir les rapports là-dessus. Parce que c'est des rapports d'I/O qui sont fondamentaux. Et donc, tous les gens qui vous diront l'I/O n'est pas un problème sont des malades. Parce que c'est le seul truc qui pose des problèmes dans des infrastructures. C'est ce qui cause la lenteur, c'est ce qui cause les breaks, c'est ce qui cause de la perte de données. Les problèmes dans la vie, c'est les I/O. Les I/O, c'est vraiment la misère. Et c'est pour ça, comme à chaque fois que vous vous éloignez de la donnée, vous perdez en proximité avec cette donnée, c'est pour ça que je vous dis que la donnée a une gravité. C'est parce qu'en fait, elle absorbe votre applicatif à être au plus près d'elle. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que la donnée a une gravité. L'image de la donnée avec une gravité, je dois le dire, vient de Laurent Doguin chez nous, qui est un génie, et qui du coup impose à chaque fois qu'on va traiter de la donnée de faire des trade-offs.
Je m'explique sur des trade-offs. Vous avez un site marchand. Vous avez une base de données PostgreSQL qui traite votre site marchand. Votre base de données PostgreSQL, elle répond à toutes les requêtes et met bien les requêtes les unes dans les autres. Elle est consistante, elle est transactionnelle, c'est exactement ce qu'on lui demande. Votre charge augmente. Vous vous mettez à mettre un plus gros serveur. Vous avez un problème, c'est que si le serveur tombe, tout tombe. À ce moment-là, vous mettez en place ce qu'on appelle un master slave. Vous avez un maître, un esclave. Le maître envoie toutes les transactions linéaires à l'esclave. Et là, vous dites, comme c'est le slave qui va prendre le relais si jamais le serveur tombe, il ne faut pas qu'il ait pu perdre une transaction. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le master va prendre une transaction, il va s'assurer qu'elle est écrite sur le slave avant de répondre oui. D'accord? Et là, c'est important. Et puis là, vous avez le mec de la BI qui débarque, et lui, il fait des requêtes SQL longues comme as, qui prennent 6000 ans, et qui pètent complètement la prod, et vous n'avez pas envie de l'exécuter sur le serveur master, parce que c'est un problème. Et à ce moment-là, la bonne réaction à faire, elle est de mettre un autre slave en prod, qui lui va avoir une chier de RAM, parce que le mec va l'utiliser massivement, mais lui, on ne va pas demander au master d'ACK, parce qu'en vrai, que le mec de la BI ait la dernière transac à 150 millisecondes près, on s'en tamponne. Vous voyez le point? Quand on dit faire des trade-offs, c'est ça. C'est à chaque fois que vous considérez de la donnée, vous devez vous poser la question, et dans un système donné, vous aurez plusieurs réponses. Parce qu'il y a des fois où vous pouvez vous permettre des choses, et d'autres fois où vous ne pouvez pas vous permettre des choses. C'était clair mon exemple ou pas du tout? Vous devez, à chaque fois que vous faites un choix, scaler votre vision sur un use case réel. Partez pas bille en tête, on va tout réécrire dans tel langage alors que vous n'avez fait aucun projet avec. Expérimentez. Encore une fois, faire et apprendre a toujours plus de valeur que le on dit. Ça, je l'ai expliqué à mettre en parallèle avec un autre truc qui s'appelle « Qu'est-ce que le job d'un développeur ?» Le job d'un développeur n'a jamais été de programmer. Le job d'un développeur est de comprendre le métier d'une entreprise afin d'automatiser ce métier-là, augmenter le ROI de son entreprise et lui permettre d'être compétitif sur le business. Un bon développeur dans un milieu bancaire, c'est un banquier qui s'est tapé du code, en clair. Ce qui veut dire que quand on dit que c'est dans des real world use cases, un bon développeur va nécessairement choisir un secteur dans lequel il va faire sa carrière parce qu'il sera brillant à ça. Vous devez donc construire le succès petit à petit, vous devez vous construire une histoire, un pattern là-dessus. Introduisez des nouveautés une à une. Si vous avez un projet sur lequel on vous dit c'est parti, allez-y, faites pas un langage que vous ne connaissez pas, avec une DB que vous ne connaissez pas, un système de déploiement que vous ne connaissez pas, sur un OS que vous ne connaissez pas. Vous allez changer l'ADB, le langage, le système de déploiement, mais jamais tout en même temps. Parce que comme ça, vous testez les choses les unes après les autres et pas toutes en même temps. Comme ça, vous pouvez créer des succès rapides qui font que vous devenez en interne un champion. Et un champion, il a toujours le droit de faire ce qu'il veut. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous ai fait des coupons sur Clever, si vous voulez. Le coupon en emoji marche, c'est ma grande découverte du jour. On peut mettre des emojis dans les coupons Clever. Et je suis disponible si vous avez des questions.